tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, on va parler de la souveraineté du Québec avec Jérémy Saint-Pierre ainsi que Rosalie Bérubé. Bonjour tout le monde. Enchanté de vous avoir aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes souverainiste, évidemment. C'est quoi aussi vos implications dans vos études, puis c'est quoi vos études aussi? J'ai commencé, Rosalie, je te laisse y aller. Donc, oui, c'est ça. Merci, Anthony. Moi, c'est Rosalie. C'est à ma première année de Biapri, mais aussi à ma troisième année de droit. Là. Moi, j'ai décidé que la Biapri, c'était... Ah, c'est le fun, ça, c'est rare. C'est vraiment rare. On l'apprécie. Ouais. Oui, c'est ça. Je vous aime, là. Je vous aime, guys. Puis, c'est ça. Moi, je suis originaire de Drummondville, mais je suis ici depuis un petit bout à Québec. Moi, je suis très impliquée en politique. Je suis représentante jeune dans Jean Talon depuis plus d'1 an et demi. J'ai beaucoup participé à la partielle, donc je suis très chanceuse de pouvoir travailler avec Pascal. Sinon, je suis aussi la présidente régionale jeune du Bloc québécois, du Forum jeunesse du Bloc québécois, en fait, dans la capitale nationale. Donc, je travaille beaucoup avec les jeunes. Moi, c'est vraiment ma passion, impliquer les jeunes en politique, puis surtout... ce qui traite de la souveraineté. C'est ça. Mais moi, la souveraineté, c'est vraiment une histoire de famille. Mes parents, mes grands-parents ont été très fiers de voter 80-95, voter oui. J'ai toujours grandi avec... Okay. C'est souvent ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je viens d'une famille péquiste, mais mes parents nous ont jamais dit « Ah non, c'est péquiste ou c'est rien. » là, tu sais. T'as choisi un peu, là? Ben, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, mes parents sont pas impliqués en politique, ils font juste voter. Fait que j'ai vraiment décidé, quand j'étais jeune, pour moi, genre j'ai vraiment réalisé tôt que c'était tellement une chance unique d'être québécois, qu'on avait une culture propre à nous. Ça me rendait fière. J'ai toujours eu ce sentiment-là, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à militer en politique. Ben écoute, moi, Jérémy Saint-Pierre, donc je suis à ma 2e année au Biapri et à ma première année en droit. Moi, je suis souverainiste depuis que j'ai probablement peut-être 16 ou 17 ans, en fait. Je pense que j'ai une lecture assez personnelle de la situation. Mes parents étaient souverainistes, mes grands-parents aussi, mais je m'étais jamais particulièrement intéressé à la question. Puis à un moment donné, je suis tombé là-dessus, puis ça a été pour moi un vrai projet personnel, un sens, si tu veux. Puis je pense que des projets comme ça qui donnent du sens à ton engagement militant, il y en a pas tant que ça. Puis je pense que c'est une chance incroyable qu'on a, nous, en tant que Québécois, d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir s'engager pour un sujet qui est tellement plus grand que nous-mêmes, c'est tellement ample. T'sais, on parle d'indépendance, on parle de souveraineté, on parle de faire ses propres choix. Ça va tellement au-delà de ce qu'on peut faire dans la politique du quotidien que je pense que c'est une opportunité incroyable qu'on a. Puis moi, je l'ai saisie. Puis pour donner mon petit CV en termes d'implication, j'ai été représentant jeune sur la Rive-Sud de Montréal, dans mon comté. Et j'ai été aussi président régional jeune au Parti québécois, dans la région Les Patriotes, donc qui est la vallée du Richelieu. Puis là, maintenant, j'occupe plus ces positions-là, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé de mon côté. OK, je vois que vous êtes tous les deux où vous êtes en ce moment, vous avez déjà été quand même très bien placés au sein de l'implication souverainiste en politique. C'est pas très bien placé. C'est quoi ton appréciation de cette phrase-là, Rosalie? Mais placé. Je veux dire, vous étiez impliqué, je veux dire. Ouais, oui. C'est pas juste on a fait des comités des de bénévoles, là. Vous étiez quand même vous occupez des postes. Là. Nous autres, on s'est mobilisés. Ouais, c'est ça. Mais l'an passé, à ce temps-ci, on gagnait dans Jean Talon. Ben oui. Je pense que c'est la semaine passée. Oui, c'était le 2 octobre 2023. Il y a 1 an. Ouais, ils ont fêté au Normandin. Oui. Le Normandin, c'est l'endroit. C'était ça. On s'en souvient des images, là. Il y avait une super belle photo dans la presse, je pense, où on voit Pascal Bérubé puis Joël Arsenault. Mais c'était incroyable. Moi, j'ai une vidéo que j'ai prise à ce moment-là où je pense que j'ai écrit dessus « Enfin la victoire ». Ça faisait tellement longtemps. Oui. Mais, ça faisait tellement longtemps. Genre, je pourrais jamais... C'était tellement une soirée que je pourrais jamais oublier. Tu sais, quand on a eu les résultats, je sais que je me suis tournée envers mon ami. On s'est serré dans les bras, on braillait, puis après, genre, on enlaçait d'autres personnes, puis c'était juste genre une énergie qui est... Ouais, ça a vraiment l'air d'être sentimental de cette soirée-là. Je me souviens, on voyait Pascal Bérubé en larmes. Là. Ah oui. Puis moi, j'étais représentant du Parti québécois auprès d'un bureau de vote.
Okay, Fait que j'étais comme dans le huis clos où ils ouvraient les boîtes de scrutin pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude dans le fond. Et donc, moi, j'avais pas accès à mon téléphone à ce moment-là. Donc, jusqu'à 9h30 le soir, je savais pas qui avait gagné. Okay. Je savais juste que dans mon comté, on avait fait un très bon résultat. Mais quand je sors de ça à 9h30, c'est une journée de fou. Là. La journée commence à 7h. C'était vraiment une journée de fou. Je fais juste prendre mon téléphone, puis je vois qu'on a gagné avec 40%. C'était incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est fou. Les Parti québécois avaient vraiment gagné avec une marge d'avance. Là, Puis dans un comté qui n'était pas... qui était libéral à la base. Pas évident, on a commencé 3e dans les sondages. Ah, ouais, OK. On voit vraiment la remontée du PQ qui commence à partir de ce moment, mais c'est comme un point déterminant. Là, oui, Jean Talon. Le PQ est de retour. Là. Puis maintenant, à Terrebonne, on va Jean Taloniser. Comme Pascal Paradis aime bien dire. Hein? Des expressions qui sont restées. Ouais. Donc, pour continuer notre épisode, j'aimerais aussi commencer avec quelque chose de base là, pour établir les bases, justement. Pour que tout le monde soit sur la même la même longueur d'onde, exactement. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de la souveraineté du Québec? Genre, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Puis ça vient d'où? Pourquoi ça existe, la souveraineté? Pour être sûr que tout le monde comprenne vraiment c'est quoi. Là. Ben, écoute, très rapidement, je pense que dès que, je veux dire, on a été indépendant pendant une partie de notre histoire qu'il faudrait pas oublier, jusqu'à la conquête, dans le fond, pendant 150 ans. Indépendant ou une colonie? Une colonie française, mais je veux dire, on n'était pas sous la domination des Anglais, c'est ça que je voulais dire. C'est dire indépendant des Anglais. Oui, c'est ça. Et puis la conquête est arrivée, et puis et là, on a perdu, d'une certaine manière, cette souveraineté-là. Puis je pense que dans toute l'histoire du Québec, il y a toujours eu des moments où la souveraineté est revenue, que ce soit quand les patriotes sont arrivés. Puis après ça, dans les années 60, je pense qu'il y a eu un mouvement qui était vraiment, à l'époque, il faudrait le voir comme un mouvement de décolonisation. C'était ça la mode à l'époque. Faut se rappeler, la guerre d'Algérie, c'est la fin des années 50. C'est des moments où on décolonise le monde. Et le Québec s'inscrit dans cette perspective de décolonisation-là. Et donc, l'indépendance prend forme à ce moment-là. Et puis, bon, on peut toujours citer, mais je pense que les gens les connaissent, mais évidemment, là, les grands-pères fondateurs que peuvent être, et les mères fondateurs que peuvent être René Lévesque, Lise Payette, qui était là à l'époque. Et après ça, il y a un moment de cristallisation de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment d'indépendance, et puis il s'est cristallisé politiquement dans un véhicule, qui était le Parti québécois, avec aujourd'hui un deuxième véhicule qui est Québec solidaire. Et cette cristallisation-là a mené à l'élection d'un premier gouvernement souverainiste en 1976, avec le Parti québécois, et à un premier référendum en 1980. Et à ce moment-là, la perspective, c'était on fait l'indépendance ou on change, ou on renouvelle le fédéralisme. C'est Pierre Elliott Trudeau qui est premier ministre du Canada. Et il y a une perspective il faut que ça change. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ça change à cette époque-là. On n'est juste pas d'accord dans quelle direction on s'en va. En 1982, il y a une constitution qui arrive, qui est le rapatriement. Et à ce moment-là, la perspective change. C'est plus on fait l'indépendance ou on change. C'est on fait l'indépendance ou ça change pas. Et puis en 1995, c'est vraiment ça. C'est soit qu'on reste dans le Canada, donc statu quo, ou qu'on essaie une aventure personnelle. Et puis là, ça va échouer par quelques dizaines de milliers de voix. Et puis depuis, je pense que le mouvement on a pris un coup. Je pense qu'il faut le reconnaître. Puis là, en ce moment, on est peut-être devant une troisième vague où on va voir où est-ce qu'elle va nous mener. Non, mais je suis absolument d'accord. Puis en fait, l'idée du souverainisme, c'est pas quelque chose qui a été fait il y a 50 ans. Depuis la conquête britannique, les Canadiens et Français se sont toujours battus pour la sauvegarde de leurs droits. Ils ont même sacrifié leur vie. On peut penser aux patriotes, qui ont vraiment... Qui ont été pendus, là. C'est exact. Ou ceux qui sont morts. Pour la survie des Canadiens français et de notre culture. Donc, il n'y avait pas le terme indépendance, là, mais c'est vraiment la base de notre histoire, je pense, et du mouvement de l'indépendance, d'être libre de pas se gérer soi-même, dans le fond. C'est ça. Puis arrêter d'être sous l'emprise des Britanniques qui veut juste nous assimiler depuis plus de 150 ans. Assimilation qui peut des fois devenir assez subtile, mais est quand même là. C'est ça. Et puis après ça, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement a changé dans le sens où
c'est toujours le double rapport. Hein. Les Québécois ont un rapport particulier. On est à la fois des colonisateurs auprès des Premières Nations et on a été colonisés. Oui. Donc, on a une perspective qui est assez particulière. Puis je pense qu'aujourd'hui, la colonisation, elle est moins visible, elle est moins intense qu'à l'époque des premiers référendums, ou même que durant les années 50. Et donc, aujourd'hui, ça devient une question de... Mais on sait qu'on n'est plus autant opprimé qu'avant. Mais on sait aussi qu'on est capable. On a vu qu'on a gagné de l'indépendance. Pourquoi est-ce qu'on ne gagnerait pas toute l'indépendance? Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on reste dans un système qui nous oblige à avoir 2 paliers de gouvernement, à se faire des chicanes permanentes? Il faut se rendre compte, l'énergie politique qu'on perd au Québec à taper sur le fédéral, et le fédéral, l'énergie qu'il perd à essayer de nous concilier, c'est fou à quel point ce système-là ne fait pas de sens. Puis je pense qu'aujourd'hui, le mouvement, il s'inscrit dans une perspective beaucoup plus positive pour l'avenir. C'est-à-dire, on sait qu'on est capable, ben faisons quelque chose. C'est ça que je trouve tellement beau du projet d'indépendance. C'est un vrai projet de société. On se bat pour créer quelque chose ensemble, une nouvelle société propre à nous. Il n'y a rien de plus beau militer pour ça. C'est ça, exact. Mais non. C'est ça, dans le fond, comme tu dis, l'intérêt, dans le fond, du Québec de sortir du Canada, ça serait que les deux n'ont pas les mêmes intérêts. Genre, il y en a plusieurs. Peut-être que juste au point de vue linguistique, on sait que lorsqu'on est un pays indépendant, ça change totalement la perspective de ceux qui arrivent d'abord, donc des immigrants, qui savent qu'ils viennent dans un pays où on parle français. Ils le savent, donc ils vont apprendre le français. Et ça change complètement la perspective des gens dans le pays, parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont en français, et puis ça n'existe même pas dans leur champ mental autre chose. Quand tu es dans une province, tu es toujours dans un milieu où tu es sensible aux influences. Quand tu es dans un pays, c'est une évidence que c'est le français. Et puis après ça, il y a des mesures à prendre. Mais juste au niveau de la langue, il y a un intérêt qui est très clair juste à ce niveau-là. Mais si on est comme un peu restreint par la charte là, qui nous oblige à un certain ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Le bilinguisme pour le Québec, mais pour le reste du Canada... Bilinguisme à sens unique. Comme on dit. J'avais un... Je ne sais plus qui disait ça, c'est une bonne blague. Il disait à Ottawa, il y a 2 langues officielles, l'anglais et la traduction simultanée. Non, absolument. Puis je pense qu'il y a aussi, c'est pas juste la langue, là, mais tu sais, notre culture est vraiment absolument différente du reste du Canada, nos valeurs. Je sais pas si on va embarquer là-dedans plus tard, mais avec la montée du conservatisme dans le reste du Canada, ben nous autres, c'est vraiment pas quelque chose qui est propre aux Québécois. Tu sais, on a toujours été avant-gardistes depuis la Révolution tranquille sur les droits des femmes, le droit à l'avortement, l'égalité des genres, la laïcité, puis c'est juste pas des valeurs qui concordent avec celles du reste du Canada. Fait que c'est ça qu'on peut voir juste dans les intentions dans les sondages, dans les intentions de vote là, en ce moment au fédéral. Là, c'est bleu partout au Canada, à part au Québec qui justement est bleu poudre à cause du vote québécois. Là. Donc c'est ça, on voit que c'est vraiment différent le Québec des fois comparé au reste du Canada en politique. On est toujours un peu plus à gauche. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que c'est tellement beau à protéger. C'est une distinction. Ça montre vraiment qu'il y a de quoi de différent. Et oui, je pense que Angus Reid a fait un sondage il y a quelques semaines. Dans le reste du Canada, les conservateurs sont à 50% du vote. 50%. C'est incroyable. Au Québec, les conservateurs sont à 22%. Donc, la différence, elle est abyssale. Ça, on peut pas dire qu'on est tous dans le même pays puis qu'on est tous pareils. Là. Et puis, c'est très drôle parce que, d'une certaine manière, les progressistes du centre-ville de Toronto qui passent tout leur temps à taper sur le Québec vont être sauvés par les électeurs québécois qui sont les seuls, pour le moment, à ne pas être tentés par Pierre Poilievre. Exact. Ouais, c'est vrai. Sinon, un autre côté aussi pour la souveraineté, il y a beaucoup de gens, là, on a vu beaucoup d'arguments aussi de peur, surtout par rapport au côté économique et financier du Québec. Un Québec, il y a beaucoup de croyances par rapport au fait qu'un Québec indépendant ne serait pas viable économiquement. On entend souvent, j'ai déjà entendu François Legault là, à TV, il disait, pas long, je pense que c'est cette année, là, genre il disait que Québec est indépendant, ben oui, mais là... côté financier, ça marche pas, là, avec la péréquation. Comme d'habitude, on entend tout le temps ça, la péréquation de je sais pas combien de milliards. Là. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Moi, je dis, écoutez pas nécessairement ce que le monde vous dise, mais allez regarder vraiment ce qu'il y a. On parle des
des milliards et des milliards au transfert à Ottawa. On est absolument viable parce que ce que le PQ a fait dans les années 90, ce que Jacques Parizeau a fait pour assurer la pérennité de notre futur pays avec Hydro-Québec, qui est allé négocier à Wall Street pour avoir les fonds pour... Parce qu'il savait que, tu sais, oui, Hydro-Québec, c'est pour l'hydroélectricité, mais c'est encore plus que ça. C'est ce qui assure notre survie économique au long terme. Et oui, on a énormément de ressources. On a une bonne population aussi. Économiquement, moi, j'ai aucune peur. Je pense que vraiment, on va fleurir dans ce nouveau pays. Moi, je pense que, peut-être un peu différemment par rapport à ça, moi, je pense qu'il y a des risques. Moi, je pense que ça va amener un choc. Tout simplement parce qu'on profite du fait qu'on a un pétro-État qui est le Canada, où il y a énormément d'argent qui rentre à cause des sables bitumineux. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est à quel point est-ce que ce choc-là va être important? Puis ça, la réponse, c'est on le sait pas. Puis on a des exemples de pays qui sont plus petits que nous, qui ont moins de ressources que nous et qui réussissent. Je veux dire, la Suisse, l'Autriche, c'est pas des pays qui sont beaucoup plus gros que nous, ni en termes de ressources, certainement pas en termes de ressources, ni en termes de population, puis ils réussissent quand même. Puis elle a raison, on a un avantage structurel, c'est qu'on a une électricité à bas coût qui est produite par une société d'État qui nous permet de nous défendre à ce niveau-là. Et puis ensuite, en ce moment, c'est parce qu'on prend notre écosystème, il est organisé au niveau canadien. Et donc là, on se dit, mais si on devient tout seul, ça va être une catastrophe. Et il va y avoir un temps d'adaptation. Mais cet écosystème-là, il va s'adapter. Puis quand cet écosystème-là économique va s'être adapté au Québec, quand on va avoir nos propres accords de libre-échange, quand on va avoir nos propres politiques industrielles, quand on va avoir nos propres systèmes de taxes, ben ça va prendre sa place puis ça va fonctionner comme tous les autres pays dans le monde. Donc oui, je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Puis moi, je pense pas qu'on peut dire on va faire l'indépendance, vous allez voir, ça va prendre 10 secondes et quart, tout va être tranquille, bien fait, ça va être business as usual. Je pense qu'il va y avoir un moment de transition, mais on crée un nouveau pays, c'est pas rien, là. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, l'écosystème va s'adapter, puis ça va fonctionner parce que c'est ça qui se passe partout dans le reste du monde. Absolument, puis c'est ce que le PQ a fait récemment, l'année dernière, le livre du budget de l'an 1, pour faire en sorte que, oui, c'est ça, évidemment, ça va pas être du jour au lendemain, que ça va être comme s'il n'y avait pas de changement, mais on est prête. On est prête à faire ce changement-là, en fait. C'est pas, on se jette pas dans le vide puis voir qu'est-ce qui va arriver, là. Tu sais, les plus grands économistes du Québec se penchent là-dessus, voir comment assurer notre c'est ça, viabilité. C'est ça, exactement. Et puis, au niveau financier, le Québec, bon là, on a un déficit qui est très problématique auquel il faut s'occuper, mais notre dette, elle est très, très sous contrôle au Québec. On a un actif incroyable avec Hydro-Québec qui doit valoir je ne sais pas combien de centaines de milliards. Donc, on n'est pas dans une situation de ruine financière. À Ottawa, par contre, on a un déficit structurel qui est de plus en plus lourd à supporter. Absolument. C'est notre argent qui va financer les autres provinces et leur choix. C'est vrai, parce qu'il y a aussi Justin Trudeau là, qui fait augmenter la dette du Québec indirectement en faisant augmenter la dette du Canada. Donc, en se séparant, ça va coûter, plus on attend, dans le fond, plus ça va coûter cher parce qu'on continue encore les dépenses pour des programmes qui reviennent aux provinces à la base en plus, comme les soins dentaires. Les soins dentaires. Puis il y avait je pense qu'il y a l'affaire des garderies, là, enfin, ils copient le Québec, mais pour les autres provinces, là, au niveau fédéral. Là. Ah, c'est ça. Puis pour aussi pays similaires là, au Québec, là, j'avais entendu parler, il y a les pays scandinaves. Là. C'est niveau, je pense, niveau de population, genre mentalité politique, là, quand même assez progressiste comme pays. Puis je pense que c'est ça, il y avait aussi ce côté-là que on s'inspire quand même pas mal de ces pays-là aussi à la base. Là. Il faut pas être gros pour réussir. C'est pas la taille du pays ou la taille de la population, c'est pas le seul critère qui compte. Non, c'est ça. Je pense que peut-être le monde a peur de perdre ça, un gros pays. C'est normal que les gens peur. Attendez, ça fait combien de temps qu'on est dans le Canada? Ça fait 150 ans? 150 ans, c'est normal que ce soit pas facile. On crée un nouveau pays. Faut pas downgrade ce que ça représente. Moi, je le comprends, la peur. Mais je dis, gardez cette peur-là, là, elle est féconde. Servez-vous-en. Je pense que ça fait peur de se marier. Ça fait peur d'avoir des enfants. C'est normal. Christ, c'est un engagement. Mais ça veut pas dire que tu le fais pas. Ça veut juste dire que tu te prépares, puis tu te dis, hey, si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie?
Ça, il y a personne qui vit sa vie en disant ben moi je fais rien parce que j'ai peur. Ben là, oui, c'est ça. Ça progressera pas. C'est vrai qu'il y a toujours une petite nervosité, un stress dans quelque chose de la vie, puis ça, c'est comme, dans le fond, plus gros vu que c'est quand même un pays qui serait fait pour... on est rendu 9 millions là, au Québec. Ouais. Hein? Oui, on est gros. Multiplié par 9 millions, un petit stress, ça devient gros. Hein? Mais si je peux ajouter pour les pays nordiques, tu sais, j'étais en Finlande pendant 6 mois, puis j'ai vraiment remarqué la similarité qu'on avait le Québec et la Finlande. Pas le Canada et la Finlande, mais genre j'expliquais aux Finlandais c'était quoi notre projet de société, c'est quoi, pourquoi on voulait l'indépendance, puis eux, ils ont compris absolument, parce que aussi, eux sont 5 millions. Ils sont constamment fait envahir soit par la Suède ou la Russie. Ils ont toujours peur, mais ça, c'est du monde extrêmement fier de leur culture, de leur histoire, puis ils sont pas gênés de se dire nationalistes. Puis c'est juste parfait. Ils ont une belle économie. Ils ont une très belle armée aussi. Là. Genre, les autres, pendant la guerre d'indépendance de l'Estonie, sont allés botter le cul des Russes à 5 millions en ski de fond. Mais c'est ça. Fait que moi, je vois une belle similarité entre nos deux nations, je veux dire. Puis honnêtement, moi, je trouve ça beau. C'est un beau modèle. C'est vrai, comme tu dis, ils sont fiers d'être nationalistes. Oui, là, c'est ça. Puis c'est pas un sujet tabou, là. Mais c'est ça. Puis je pense qu'au Québec aussi, là, tu sais, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui veut un pays, mais la majorité des gens sont quand même nationalistes, même s'ils veulent pas être souverainistes. Ben oui. Puis on dirait que c'est pas un sujet qui... on dirait qu'être nationaliste, c'est surtout mal vu des fois dans certains pays, comme en Europe ou aux États-Unis. En France, je pense. C'est surtout associé genre comme à la droite, genre, peut-être, je sais pas, l'extrême droite, mais genre, tu sais, c'est mal vu, mais nous autres, t'es au Québec, justement, c'est bien vu, tu sais, on est fiers de qu'est-ce qu'on est, puis comme tu disais que en Finlande, c'est la même chose. Ceux qui sont pas de droite, là, on s'entend. Non, mais c'est comme nous, tu sais, on peut être nationaliste de gauche, là, on le voit avec le PQ, justement, là, tu sais. Exact, c'est juste être fier de nous, là. On a-tu le droit? On a-tu le droit de ben, faire c'est ça, c'est une certaine base, dans le fond, là. Oui, absolument. C'est ça, puis genre, je voulais revenir là-dessus, c'est comme on disait que le Québec est distinct du reste du Canada. Là. Moi, je trouve quand même que c'est vrai, là, parce que honnêtement, moi, au Canada, je sais pas... j'ai pas tant été dans le Canada anglais, là, mais genre, j'ai pas l'impression qu'il y a... C'est un peu comme les Américains, mais genre plus de gauche. Là. Genre, honnêtement, là, à part les Tim Hortons, là, je sais pas ce qu'il y a de différent au Canada, à part aux États-Unis. Tu comparais à nous, au Québec, parce qu'on dirait qu'on a vraiment de quoi, genre. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Là. Ben, il y a une... Alors oui, c'est sûr qu'il y a une proximité plus importante entre les Canadiens anglais et les États-Unis. Ils partagent une langue, ils consomment les mêmes shows télé, ils ont les mêmes influences culturelles. Après, j'ai quand même été quelques fois dans le reste du Canada. C'est très différent. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis, par contre. Moi, en tout cas, les États-Unis, c'est quelque chose quand même. Mais c'est surtout, il faut que tu te demandes, quand tu vas en Ontario, quand tu vas à Toronto ou quand tu vas dans les Rocheuses, est-ce que tu te sens chez toi ou tu te sens pas chez toi? Moi, je me sens pas chez nous. Et ça veut pas dire que je les aime pas, je les adore. Mais j'ai pas les codes. Je sais pas où est-ce que je vais chercher quoi exactement, même si j'ai le même passeport. Donc là, rendu là, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ben, c'est ça. C'est pas parce qu'on veut se séparer qu'on les aime pas. Là. Non. Je pense que c'est important de le rappeler. Mais non. Non, mais c'est ça, on peut continuer d'avoir des échanges internationaux avec le Canada en tant que pays. C'est comme si le Canada et les États-Unis, ils sont pas ensemble, mais ils font du commerce ensemble. C'est un peu ces deux pays différents. Ils sont pas obligés d'être tous séparés puis tous genre autosuffisants. Et puis c'est plate, c'est tout le monde est pareil tout le temps. Là. Quand tu vas en France, tu veux aller en France, tu veux pas aller aux États-Unis. Et donc c'est le fun que chacun soit différent, que chacun reste dans sa différence, puis qu'il y ait des échanges à travers ça. Oui. Ah, c'est ça, c'est exactement. Donc, puis pour avancer un petit peu, là, pour aller un peu vers l'actualité, là, on voit qu'en ce moment, comme on parlait, il y avait comme la troisième vague là, de souveraineté, là, comme tu parlais, Jérémy, là, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on dirait que c'est vraiment comme... Ben moi, je le vois un peu comme un René Lévesque ou un Jacques Parizeau. Tu sais, genre, on dirait qu'il est parti pour ça, là, être la tête d'affiche de la souveraineté pour une troisième fois. Vous autres, vous pensez quoi de ça, de l'espoir de peut-être d'un futur référendum dans les prochaines années si le PQ est au pouvoir? Mais c'est pas parce que je suis très souverainiste que
je suis biaisée, là. Ben, peut-être un peu, là, mais moi, je pense vraiment, tu sais, on s'entend que les sondages, même si dans 2 ans, l'élection provinciale, les sondages montrent très probablement que le PQ va être au pouvoir, que ce soit minoritaire ou majoritaire, mais ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qu'il parle, ce que le PQ parle, c'est le 3e référendum. Le 3e référendum, c'est le premier point sur la liste. Mm-hmm. Moi, je sais que quand ils vont être au pouvoir, un jour, ça va être sur la priorité. C'est vraiment, ils vont le faire. Donc, c'est quand ils vont être au pouvoir, on va avoir un nouveau référendum. Ça, j'y crois réellement. Ouais. Moi, je pense qu'on va vivre quand même des moments excitants. Mm-hmm. En tout cas, moi, quand je me il y a 2 ans, qui aurait dit ça? Ah, c'est... Moi, j'ai fait C'est vrai, hein? Moi, j'ai fait du porte-à-porte dans Marie-Victorin. Ouh. Quand Catherine Fournier avait démissionné, je pense que c'est Pierre Nantel qui s'était présenté. Ça date probablement de 2021. Ouais, les élections de 2022, fait que c'était printemps 2021. Puis je peux te dire qu'on ne parlait pas de référendum. Non, on parlait pas de souveraineté, on parlait de ne pas mourir comme parti. Ça, puis là, c'est sur les lèvres de tout le monde. Ouais, là, c'est sur les lèvres de tout le monde. Puis ça va être fait qu'on va avoir des moments excitants à vivre. Puis à part de ça, sur la 3e vague, je pense que elle fait face à des défis qui sont vraiment particuliers parce que la première vague, c'était la première fois. Puis il y avait une figure qui était historique, qui était René Lévesque. Puis moi, la comparaison entre Paul Saint-Pierre Plamondon puis les 2 autres, ça me paraît un peu ambitieux parce que René Lévesque, en 1976, il avait déjà nationalisé l'hydroélectricité. Il avait été correspondant de guerre. Les Québécois le connaissaient. Il y avait une énorme notoriété. Après ça, 1995, il y a une crise qui est la crise de l'accord du lac Meach. À l'époque, tout le monde pensait que l'accord du lac Meach allait fonctionner, que Brian Mulroney allait réussir à réconcilier ce pays-là. Ça échoue. Il y a des sondages qui placent la souveraineté à 60%, à 55%. Puis Parizeau arrive, et puis Parizeau, qui est encore là une figure historique, qui était dans les annales du pouvoir, dans les allées du pouvoir depuis 30 ans, dit on fait un référendum, et là, 49,5. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a pas tout à fait de crise de régime. C'est pas la première fois. Il y a une figure qui est populaire, qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qui n'a pas la stature ni de René Lévesque, ni de Jacques Parizeau. Donc, c'est un gros défi. Et puis, en même temps, je pense que c'est une opportunité extraordinaire. C'est une opportunité extraordinaire pour que les gens s'intéressent au sujet, pour que les gens lisent, pour que les gens en discutent. Tu sais, je veux dire, party de Noël, je pense que les gens vont en parler. Ça va être ça le sujet de la conversation. Puis, en tout cas, on va espérer que ça fonctionne. On va tous travailler pour. On ne dormira pas beaucoup non, en 2029, là, 2028 ou 2029, peut-être. On ne dormira pas énormément. Mais c'est ça. Donc, évidemment, pour moi, le sujet de très grande importance, ça va être que les forces souverainistes s'unissent. Et Québec solidaire joue un rôle essentiel dans notre accession à la souveraineté parce que Québec solidaire est souverainiste, mais est composé d'énormément de non-souverainistes. Et dans cette position-là, le Parti de Québec solidaire a la possibilité de coopter des souverainistes, de créer des souverainistes. En tout cas, on pourra en parler un petit peu plus après la pause. J'ai déjà hâte de continuer. Donc, on se revoit à priori sur les ondes de Chiz 94.3 dans 2 minutes. Sur a priori sur les ondes de Chiz 94.3, j'étais en train de parler avec Jérémy et Rosalie sur la souveraineté du Québec. Là. Jérémy, j'ai dit de couper un petit peu là, parce qu'on fallait aller en pause. Là. Mais là, t'es en train de nous parler de Québec solidaire qui avait des membres ou des électeurs qui n'étaient pas tous souverainistes, contrairement au PQ qui était quand même dans ses grandes proportions souverainiste. Exact. Ben c'est ça, mais en fait, mon point, c'était que Québec solidaire, c'est un véhicule essentiel pour la souveraineté. Il faut absolument que Québec solidaire soit avec nous là-dedans, parce que le fait qu'il parle à des gens qui ne sont pas souverainistes, ça ouvre l'oreille de ces gens-là. Ces gens-là écoutent quand Québec solidaire parle. Donc, si Québec solidaire parle d'indépendance, parle de souveraineté, ça nous amène des gens avec nous. Et donc, pour moi, ça, c'est un rôle essentiel que doit jouer Québec solidaire. Absolument. Puis, on parle beaucoup de convergence des partis. Exact. C'est toujours... moi, je trouve ça vraiment important ce que Oui Québec fait pour rassembler tous les indépendantistes, peu importe leur spectre politique. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça réellement important pour pas
c'est ça, on crée un projet de société, il faut être en société pour le faire, pas juste une partie de la population. Non, c'est vrai. Exact. Il faut... c'est ça. C'est sûr que ce que QS fait présentement, qui sont souverainistes en théorie, mais en pratique, non. C'est ça, c'est un peu plate, mais je pense vraiment qu'on va pouvoir... quand on va commencer, c'est ça, plus à parler de souveraineté avec les prochaines élections générales, je pense vraiment qu'on va pouvoir aller chercher les autres, parce qu'en fait, comme quand on disait à la pause, on est souverainiste quand on apprend notre histoire, quand on apprend, mais tu sais... C'est vrai, ça, le cours de droit constitutionnel, là, une petite parenthèse bien appris. Là. Tout le monde passe par là, tout le monde réapprend encore l'histoire du Canada. On est comme, je veux plus rien avoir avec la Cour suprême. C'est ça, avec la Constitution, puis là, on voit l'adoption de la Charte aussi. Là. Ouais, et puis il y a le livre de Frédéric Bastien, là. Il s'appelle ce livre. Mon Dieu. Sur le rapatriement. Je te laisse le temps d'y penser. Ouais, laisse-moi le temps d'y penser. Pas qu'on attende 5 minutes. Mais c'est ça, on parlait de Québec solidaire, là, puis avec la souveraineté, puis tout. Là, je pense que l'hiver passé, ils ont fait quelque chose, là, ils voulaient mettre plus de La bataille de Londres. Excuse-moi, la bataille de Londres. La bataille de Londres. Le livre de Frédéric Bastien, où il parle du juge en chef, qui est le juge Laskin, si je ne dis pas n'importe quoi, qui est un fédéraliste qui le savait. Pierre-Éliott Trudeau l'a nommé là en 10 secondes, genre justement parce qu'il savait. Et qui négocie, qui fait des magouilles à Londres pour pouvoir rapatrier la Constitution. Ah, ok. Est-ce qu'on s'entend? Oui, c'est ça. C'est drôle, je le savais pas, mais je suis pas surpris en même temps. Genre. Ah, mais y a-t-il des souverainistes ou des moins fédéralistes à la Cour suprême? Non. Ben, des fois, je sais pas, c'est parce que ils ont quand même laissé la possibilité au Québec d'être possiblement souverainiste par un certain moyen. Ils ont pas genre fermé au complet la possibilité. Je me dis, ils ont quand même été un peu impartials là-dessus. Je parlais avec l'avocat qui l'a plaidé, Maître Jolicoeur, le renvoi sur la sécession. La sécession, exact. Puis lui, pour vrai, c'était... oui, la Cour suprême dit non, le Québec peut pas se... Mais l'affaire qui dit que le Canada a l'obligation de négocier avec le Québec, lui, là, c'est c'est un souverainiste pur et dur, Maître Jolicoeur, puis lui, il a dit c'est une victoire pour le Québec qu'on ait ouvert l'obligation de la négociation. C'est la première étape. On reconnaît que... Parce que je sais qu'il y a d'autres pays, comme en Espagne, c'est quoi déjà? La Catalogne. La Catalogne, oui. T'as aussi l'Écosse. Ben oui. Les autres, s'ils veulent faire un référendum pour être indépendants, ben c'est quand même un mouvement souverainiste dans ces deux places-là, ben c'est plus restreint que nous. Je pense qu'ils nous observent, ils s'inspirent de nous. Ouais. Ça, je pense, la Catalogne, ils avaient fait un référendum, puis ils l'ont gagné, mais je pense que le gouvernement espagnol, ils voulaient pas, fait qu'ils l'ont comme mis sous tutelle. Ils ont aussi emprisonné Carles. C'est ça, fait que c'est quand même... Tu sais, ça fait pas longtemps de ça, c'est genre dans les années 2010, là, fait que on n'est pas dans les années 1800 quelque chose, là, c'est vraiment proche de nous. Pour un pays, tu sais, qu'on s'entend que l'Espagne, c'est ça, tu sais, on parle pas d'un autre pays plus autoritaire. Non. Il y a encore le spectre de... C'est-tu Francesco, là? Ah, il s'appelait le gars, là, qui était le dictateur de l'Espagne pendant genre... Franco. Francesco. On t'aime, excusez-moi, je voulais pas me tromper de personne. Je visais personne. Mais oui, ben c'est sûr que... Alors, moi, je suis pas... Moi, je suis pas un fou du droit dans ces contextes-là. J'ai pas l'impression que ça va se jouer au niveau légal. Je pense qu'une fois qu'il va y avoir un référendum gagnant, ça va se jouer sur qui nous reconnaît sur la scène internationale. Puis à partir de là, il va y avoir une négociation. On connaît à peu près les résultats de cette négociation-là. On va prendre notre part de la dette. Et j'ai pas tant tendance à accorder une grande importance. Mais peut-être que je devrais le faire. J'ai la professeure de droit constitutionnel, Camille Delpech, là, que moi j'ai eue, elle fait sa thèse sur elle finit sa thèse sur les référendums d'accession, en fait, l'utilité du référendum dans l'accession à la souveraineté. Elle fait une thèse comparée, je pense, Québec, Écosse, France. Et puis, mais je pense que l'essentiel, à partir du moment où on a un 51, 52, 53%, oui, c'est est-ce qu'à l'international, on va nous reconnaître. Je pense que c'est ça qui va jouer le jeu. Je ne vois pas la gendarmerie, la GRC arriver au Québec puis emprisonner les leaders souverainistes, là, en tout cas. Ben, en 70, on est passé brèche, mais moi, en fait, 70, moi, je pense que ça, c'est ça, c'est pas
nécessaire, mais je pense que ça serait quand même important d'avoir qu'on soit amical avec le Canada dans ce processus-là. Tu sais, comme quand la Tchécoslovaquie s'est séparée, tu sais, on appelle ça le divorce, c'était le divorce amical. De velours, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Que ça s'est bien passé, mais genre, ça serait bien que ça se passe comme ça aussi. Tu sais, fait qu'on a besoin d'avoir des bons liens de la négociation avec le Canada, puis pas juste se foutre de... Non, c'est sûr qu'idéalement, il faudrait... Mais ouais. Ouais, c'est ça, comme on va bien appris, tu sais, on parle beaucoup de l'international, justement, là, tu sais, c'est dans le nom de notre bac, un peu, relation internationale. Puis c'est vrai que si t'es pas reconnu à l'international comme étant un pays, ben c'est comme si t'existais pas en tant que pays, tu sais, c'est comme si t'es une personne, puis le groupe, puis t'essaies d'être dans un groupe, mais tout le groupe t'ignore, mais dans le fond, c'est comme si t'existais pas pour eux, tu sais, fait c'est ça, c'est vrai que c'est quand même un bout important. Je pense même la Cour, elle avait dit ça dans le jugement, là, renvoie le jugement de la Cour, là. Ouais. Ça va être l'international qui va trancher, sinon s'il n'y a pas d'accord entre les deux parties. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est sûr qu'en vertu de l'ONU, eux autres, ils disent qu'on serait pas comme... On n'est pas un peuple qui a droit à l'indépendance. Le droit à l'autodétermination. Oui, c'est ça, excuse-moi. Mais donc, mais est-ce qu'on va s'arrêter là-dessus? Est-ce que c'est ça qui va déterminer notre réputation à l'international, notre légitimité? Non, c'est ça, c'est... Et puis on a je pense que l'allié central, ça va être la France. Mm-hmm. C'est vrai. Allié historique du Québec. Oui, allié historique. Il faudra voir qui sera en France à cette époque-là. À ce moment-là. Mais je pense que c'est surtout France-États-Unis, parce que les États-Unis, c'est comme le leader mondial, puis la France, il fait partie des leaders, puis c'est notre allié le plus proche après. Là, fait que ça va sûrement être ces deux-là qui vont le déterminer. Après ça, le reste vont sûrement en suivre. Là. Ouais. Parce que sinon, les autres, je me dis, ils n'ont pas intérêt à avoir une position plus qu'une autre, là, selon l'intérêt de ces deux gros-là. Là. Non, ça va être ces deux-là qui vont décider. Mais là, je revenais sur ma question, là, que je disais quand mais tu m'as coupé avec le nom du livre, là, parce qu'on est parti. Là. Excuse-moi. On parlait. Mais allez lire ce livre-là, il est bon. Ouais, c'est quoi déjà le nom? La guerre de Londres, la bataille de Londres. La bataille de Londres. Le pauvre homme est mort d'une crise cardiaque, il avait, je pense, 45 ans. Aïe, c'est... Il y a quelques années de ça. Ouais. Un historien qui était candidat d'ailleurs à la chefferie du PQ. Ah ouais? Aïe. C'est un monsieur. Frédéric Bastien. Bon, vas-y, pose ta question. C'est ça, puis là, je sais Québec solidaire, tu sais, ils ont fait comme... ils voulaient parler plus d'indépendance cet hiver, là, puis... Parce que là, ils avaient vu que là, il y a du monde qui disait qu'il était pas vraiment souverainiste, puis tout. Puis là, je me souviens, il était venu à l'Université Laval aussi, là. Il y avait eu Sol Zanetti ainsi qu'Émilie Le-Sartérien. The late great Émilie Le-Sartérien. Puis, là, je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous trouvez que ils réussissent vraiment à avoir un impact? Parce que ça fait quand même quelques mois là, que ça dure, cette affaire-là. Est-ce que vous trouvez que ça peut amener des gens justement à être plus souverainistes comparé à s'ils l'avaient pas fait? Regardez espoir, on s'entend que ça va être probablement Ruba Gazal qui va être la prochaine co-porte-parole. Puis elle, c'est vraiment une grande souverainiste déterminée. Donc, je pense qu'elle va... Puis c'est une femme forte que j'admire beaucoup. Et elle, je sais qu'elle va réussir à rallier les troupes. Elle va donner tout ce qu'elle a pour la cause de l'indépendance. Je pense que dans les prochains mois, ça va grandir à l'intérieur de Québec solidaire. Donc, moi, je garde espoir, mais... Ouais, et puis Québec solidaire aussi a un problème, c'est que, premièrement, déjà, ils ont d'autres enjeux à régler en ce moment à l'interne que l'indépendance, puis il faut les laisser faire ces débats-là entre eux. Puis ensuite, l'autre sujet, c'est que quand tu fais un référendum, puis quand tu fais l'indépendance d'un pays, ça ne te prend pas que des partis qui disent top-down au reste de la société comment agir. Il faut que la société elle-même se voit et agisse pour l'indépendance. Puis ça, en ce moment, on le voit dans toute une série d'organisations de la société civile, que ce soit des médias, des sociétés comme tu as parlé du Oui-Québec ou de la Société Saint-Jean-Baptiste, ou comme j'ai dit, des médias, des organismes, qui, ensemble, décident de promouvoir le nationalisme. Sauf qu'en ce moment, ce que moi je remarque, c'est que tous ces mouvements-là qui font ça, ils le font sur les questions identitaires, de laïcité, d'immigration, de langue française. Et c'est précisément sur ces sujets-là qu'il y a un enjeu avec Québec solidaire. Donc moi, je trouve que dans tout le mouvement nationaliste, à son sens large,
Québec solidaire se retrouve à être un peu seul. Il manque de relais. Il n'y a pas d'équivalent d'un Mathieu Bock-Côté ou d'un Richard Martineau pour Québec solidaire, qui peut publier des papiers, faire bouger l'opinion, que les gens parlent. Il n'y a pas d'équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, Québec solidaire est un petit peu, je pense, manque d'ancrage au sein du mouvement souverainiste à son sens large pour vraiment avoir un impact. Et moi, je souhaite vraiment qu'il construise ça, puis que dans les milieux qu'il représente, dans les quartiers à Montréal, chez les jeunes, dans les universités, ils puissent produire cette société civile-là qui va générer un sentiment souverainiste. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu dis? J'aurais-tu tort de dire que Québec solidaire, dans le fond, serait moins nationaliste que les autres? Non. On fait pas des concours de qui est plus ou moins nationaliste. non, c'est pas un concours, mais genre... Mais ils sont juste... nationalistes différemment. Oui, okay. Ben ça, ils disent. Oui, différemment. Différemment, genre, comment c'est... Ben, ils sont dans une logique plus de théologie de la libération et moins de conservatisme. Enfin, je veux dire, quand tu entends des souverainistes comme la Société Saint-Jean-Baptiste en général, je veux dire, c'est des gens qui ils vont être dans ils s'assument, là, ils sont dans une perspective plus, entre guillemets, conservatrice. Et on veut garder un certain nombre, on veut préserver. Ben, c'est vrai que Québec solidaire, ils sont plus vers l'immigration, vers le partage de la culture, vers des nouvelles personnes. Peut-être c'est comme ce côté-là, dans le fond, tu te dis, je pense. Oui, mais c'est ça. Puis il va en prendre des immigrants qui votent oui, là. Ben oui, ça peut pas que être les hommes blancs de 60 ans qui votent oui, là. Ça fonctionnera pas. Mais je pense qu'il y a une certaine méconception que être nationaliste, ça veut nécessairement dire être contre les immigrants, les autres cultures. Puis je pense que la base militante de Québec solidaire adhère un peu peut-être à ce mythe. Mais je pense que plus qu'on va le dire, que nous autres, on veut faire un Québec avec tout le monde. Parce qu'on est tous Québécois, peu importe de c'est vrai, qu'on vient. Je pense que c'est Jacques Parizeau qui disait ça, là. Genre, il y avait un immigrant qui... Je pense que c'est une vidéo, genre, quelqu'un qui venait d'immigrer au Québec, là, il demandait à Jacques Parizeau s'il était québécois, il a dit, ben oui, genre toi, puis tout le monde. Je me souviens plus comment la façon qu'il l'a dit, mais tu sais, c'était dans le fond, c'est même dans les années 90, là, tu sais, on était quand même assez ouvert puis progressiste par rapport à l'immigration. Puis tu sais, pour revenir à ce que tu disais, tu sais, c'est ça, tu sais, je dis, c'est comme, ça associe vraiment à la droite, le nationalisme, genre, ailleurs qu'au Québec, puis comme en Finlande, je sais pas, ailleurs, là, commencer, là. Mais surtout, dans l'Europe continentale, puis aux États-Unis, on dirait, c'est ça, il se mélange un peu avec le mouvement nationaliste de ces places-là, comparé au mouvement nationaliste québécois. Genre, on dirait que c'est comme si tout était pareil. Tu sais, genre... Non, ça, c'est pas homogène, le mouvement nationaliste. Il faut vraiment prendre ça de cas par cas, pays par pays, nation par nation. Là, absolument. Et puis, ça reste un défi parce que effectivement, il faut qu'on parle aux communautés culturelles, il faut qu'on parle aux nouveaux arrivants. Et en tout cas, le Parti québécois, pour le moment, il ne réussit pas à faire ça, à mon avis. Il ne réussit pas à se faire écouter. Et Québec solidaire réussit davantage. Et Québec solidaire est un parti souverainiste, même s'ils ont des enjeux. Et donc, il faut absolument que Québec solidaire se serve de cette chance-là énorme qu'ils ont de parler à ces gens-là. Il faut qu'ils leur parlent d'indépendance. Ah, c'est vrai, ça permet vraiment de rallier l'immigration, puis surtout qu'en plus, en ce moment, on en reçoit beaucoup. Là. Fait que ça fait que leur proportion comparée à la population, que ça fait comme plus d'années qu'ils sont là, ils augmentent. Puis, c'est vrai qu'en tant que nouvel arrivant, tu dois peut-être plus vouloir voter non, parce que pour toi, je sais pas comment c'est. Ils recherchent une stabilité. Ils disent, moi j'arrive au Canada, fait que genre j'ai pas d'intérêt à quitter le Canada, je viens d'arriver là. Genre... Puis le Canada a tellement une bonne réputation à l'international. C'est ça. Donc... Mais je pense que... excusez-moi, j'ai perdu mon idée, mais je pense que ça va être... oui, c'est important de vraiment parler aux nouveaux arrivants et aussi joindre les Autochtones à notre projet, mais je pense qu'on le fait déjà, là, mais c'est juste que des fois, d'autres questions prennent l'ampleur dans les médias, comme là, un peu, je dis en très gros guillemets, la crise d'immigrants qu'on parle beaucoup, beaucoup présentement, ça vient un peu submerger le fait qu'on veut tendre la main à tous les nouveaux arrivants, mais que c'est sûr que ça crée une petite tension, tu sais, dans ces discussions-là, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment... au Parti québécois, en tout cas, et au Bloc québécois, c'est tellement important, les autres, tout ce que
les nouveaux arrivants ont à nous apporter à notre culture, à notre peuple. Je pense qu'il faut réécouter Locolocas. Je pense que c'est le mémoire de Locolocas dans leur album de 2011. Je pense que ce message-là, c'est encore le bon. Ben, OK, on écoutera le Oui, Locolocas. c'est ça. Écoutez, On lit le livre. Et on lit le livre de Frédéric Bastien. Vous avez des choses à faire. Jérémy nous recommande des choses. C'est 3 minutes, là, la toune. Là. C'est 3, OK. Il faut se trouver un petit 3 minutes là, pendant votre temps d'études. Ouais. Ça. Mais, ouais. On va avoir le temps d'études. Ouais. Mais c'est vrai de parler les Autochtones là-dedans, parce que c'est ça. Il y a aussi eux autres qui font partie de la population. Est-ce que le Parti québécois ou Québec solidaire réussit à aller rejoindre cette partie-là de la population? Est-ce que pour les amener, c'est comme à dire, ben là, votez oui, vous avez intérêt à voter oui. C'est quoi l'intérêt pour les Autochtones? Hey boy. C'est difficile, puis on peut pas transposer ce qu'on fait, mettons, notre message comme normal de l'indépendance aux Autochtones, parce qu'évidemment, eux autres, c'est très différent. Leur réalité, leurs enjeux sont très importants. Moi, je pense que faudrait vraiment en parler plus, mais absolument, je veux dire, c'est parce qu'en quelque sorte, le Canada, c'est aussi un colonisateur pour eux. Ben oui, c'est ça. Puis... Je pense que ça pourrait être un argument pour dire, ben là, on a les chances de bâtir un nouveau pays à égalité avec les Autochtones, puis les Québécois, c'est vraiment une opportunité parce que avec qu'est-ce qu'on a en ce moment, la Constitution qu'on a, ben il y a encore la loi sur les Indiens, puis encore genre tout le ben, c'est ça, je connais pas trop ça, mais je sais que ils sont pas. Le racisme institutionnel. Ils sont pas dans leurs meilleures conditions qu'ils pourraient être, on pourrait dire. Là, ben là, il y aurait la chance peut-être de bâtir de quoi de neuf pour partir vraiment sur des bonnes bases. Ben, je pense que oui, mais évidemment, on n'est pas autochtones, nous trois ici, mais donc on peut pas parler pour eux, mais en fait, le mouvement indépendantiste à la base, un mouvement pour l'autodétermination de notre peuple, mais on veut aussi l'autodétermination des Premières Nations, des Autochtones, des Inuits qui sont sur le territoire du Québec, puis même partout au Canada, évidemment. Mais on veut... donc, je pense que, comme dans les derniers référendums, il y avait beaucoup de discussions avec les communautés autochtones pour qu'ils aient eux-mêmes leur territoire autodéterminé. Donc, on est ouvert à ça, évidemment, parce que c'est nous autres, on veut l'autodétermination de tous les peuples, là, pas juste de notre. C'est ça, on veut pas juste nous autres, puis là, les autres, tant pis. Là, mais non, absolument pas. Non. Puis c'est compliqué avec les Autochtones parce que si c'est un saut dans le vide pour tous les Québécois de faire l'indépendance, c'est un saut dans le vide encore plus intense pour les Autochtones qui ont vécu tellement d'exactions. Ça va être très difficile, mais oui, c'est une opportunité d'établir un nouveau partenariat avec eux qui est proactif, qui est constructif. Parce qu'en restant dans le Canada, pour eux, c'est compliqué. Leurs conditions ne vont pas s'améliorer. Non, c'est ça. La loi sur les gros guillemets, la loi sur les Indiens ne changera pas. Il n'y a pas de discussion pour changer ça. On est juste, nous, au Québec, à parler de quand on va être un pays, ça va être la première chose qu'on va faire, quasiment, abolir cette loi. L'abolir, c'est pas compliqué. L'abolir, c'est pas compliqué. Dans les années 60, Jean Chrétien voulait l'abolir. C'est pas l'abolir qui est compliqué. Il faut faire quelque chose après. Il faut la remplacer. Et ça, je pense que ça va être très, très, très difficile parce que les enjeux sont profonds. Et puis, ça va nous demander une grande maturité en tant que peuple d'avoir cette discussion-là. Il va falloir faire des compromis, donner. C'est ça. Il va falloir donner. Et puis, je pense que ça va être un vrai défi. Imaginez si on réussit à faire ça. Tu sais, déjà que le Canada est vu comme étant un pays gentil, amical, international, progressiste. Là, si le Québec réussit à l'être encore plus que le Canada, imaginez la réputation du Québec après ça. Je pense qu'en environnement, là, on est les tops de la planète. Là, hein. Je pense Al Gore nous a donné le titre de meilleur en environnement. Là. Je sais que notre électricité, justement, je pense que c'est ça qui nous fait vraiment gagner des points là, comparé à d'autres places. Là. On a vraiment cet avantage là, géographique-là.
Puis d'ailleurs, pour tous les gens au Biapri, là, réfléchissez un peu. Là, si jamais on devient indépendant, ça veut dire c'est 200 nouvelles ambassades. Il va falloir que du monde travaille dans ces ambassades-là. Puis plus besoin de lire des lois fédérales. Plus besoin ça, de lire. Là, hey. Ça, c'est quelque chose parce que la loi sur la preuve canadienne a failli me tuer. Ah, mais ça, c'est moins compliqué. Hey, c'est pas mal moins compliqué. Toutes les ambassades, vous pouvez travailler, vous avez plus besoin d'aller déménager à Ottawa. Hey, c'est plein d'avantages pour vous autres, là. Ouais, c'est ça, fait que pensez-y. Si jamais il y a un référendum avec PSPP, là, un gros win, là. Pensez à vos études. C'est qui le prochain ambassadeur du Québec à Paris? Hein? Ah, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un de nous en ce moment. On sait pas. Ils n'ont pas déjà les. Oui, ils ont des délégations générales. Ils ont des délégations générales. Mais c'est moins le fun. Délégué général, c'est moins cute qu'ambassadeur, tu sais. Ouais. Mais qu'on soit un pays, quoi. Bon, hey, on va retourner dans l'actualité un petit peu là, pour le temps qui nous reste. Là, en ce moment, là, ça brasse un peu pas mal. Là, mais un peu pas mal, en politique. Ça brasse tout le temps, ça brasse tout le temps. Je veux dire, il y a Pierre Fitzgibbon qui est parti. Fait que là, ça laisse une élection partielle dans Terrebonne un jour. On sait pas encore quand ça va se décider. Fait que ça veut dire peut-être que le PQ pourrait faire rentrer un 5e député. Encore. 5e mousquetaire, là. 5e mousquetaire. Ah, là, à un moment donné, les mousquetaires, ça marchera plus. Là. On va falloir trouver une autre analogie. Là. Puis là, en plus, ben, il y a aussi une possible élection générale au Canada. C'est vraiment instable en ce moment. On sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est ça là-dessus, avec justement, est-ce que ça pourrait aider au mouvement souverainiste? Parce que, tu sais, justement, ça donne l'opportunité au Parti québécois d'avoir un autre député. Puis en plus, au niveau fédéral, ben là, le Bloc québécois peut faire plus de pression. Justement, comme on a vu, il a fait adopter une loi pour les aînés par rapport aux pensions de vieillesse puis la gestion de l'offre. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez, vous, là-dessus? Je pense que c'est deux sujets, Terrebonne et l'élection fédérale. Moi, je vais parler de l'élection fédérale, puis tu peux parler de Terrebonne. L'élection fédérale, elle va nous placer dans une situation vraiment particulière où on risque de se retrouver avec le Bloc québécois opposition officielle à Ottawa. C'est ça qui va peut-être se passer. Peut-être qu'il va y avoir 41, 42, 45 députés du Bloc contre 300 députés conservateurs. Donc, ça va être excessivement... Genre, ça va être bizarre, là. Ça va être comme fucking weird. Au début du Bloc. Là, ben oui, c'est ça. Ça va être comme des années 90. Ouais. Puis ensuite, ça va donner une opportunité à vraiment l'opposition frontale entre les deux. Fait que ça, je pense que pour le mouvement souverainiste, ça va être important. Puis, et de voir qu'est-ce que Pierre Poilievre va faire. Là, on voit depuis 10 ans le Canada de Trudeau. Ça fonctionne pas si bien que ça. Ça va être quoi le Canada de Poilievre? Oui, ça fait peur. Non, ouais, c'est ça. Et puis, après ça, l'autre sujet qu'il va falloir attendre, c'est la décision de la Cour suprême dans l'affaire de la loi 21, qui va arriver probablement d'ici les 2 prochaines années, où là, on va voir peut-être 40 ans après l'arrêt Ford, à quel point est-ce qu'il y a encore de la place pour la distinction québécoise au sein du système canadien. Fait que ça, je pense que ça va être 2 jalons qui vont être très importants. Oui, mais je peux pas... absolument. Mais je peux pas souhaiter que... Poilievre gagne. C'est ça, et que ça va être... Moi, j'espère que s'il gagne, ça va bien se passer. J'y souhaite de réussir, mais ça va être... Ça, mais ça va être... tu sais, genre, je sais que ça va être bon pour le mouvement souverainiste parce qu'on va voir à quel point un gouvernement conservateur va être mauvais pour nous, mais je peux pas souhaiter ça au reste du Canada, là, avoir un... Ben, ils veulent. Ouais. Ben, c'est ça, ils veulent tous voter pour lui. Ils veulent qu'ils votent. C'est juste nous qui votent pas pour eux. Peut-être qu'il va faire des trucs bien, là. Axe de taxe. Ah, c'est ça. On a plus d'argent dans nos poches. Peut-être qu'il va... Ah non, t'en as moins. Les études ont été faites. Mais tu vas pouvoir avoir ton truck. C'est ça, je vais pouvoir avoir mon truck, puis brûler mon gaz, puis aller à l'université en auto, écoute. Mais c'est vrai que c'est une contradiction fondamentale. En tant que souverainiste, on a toujours un sourire en coin aux échecs du Canada, parce que d'une certaine manière, ça nous justifie, mais on leur souhaite pas que ça fonctionne mal. Non, c'est ça. On a de l'empathie. Oui, on a de l'empathie, c'est ça, exact. Non, c'est ça. En fond, ça reste à voir, est-ce que Pierre Poilievre va être vraiment mieux que Justin Trudeau en termes d'intérêt pour les Québécois, tu sais? Parce que... Ben, s'il se retrouve avec 10 députés conservateurs du Québec puis 250 députés du reste du Canada, ce sera pas probablement pas génial. Mais le Bloc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire au Bloc avec cette nouvelle dynamique de pouvoir. Je pense qu'on va pouvoir faire avancer des choses. Ça va être bon. Faut voir le positif
là-dedans. Je pense que Toujours voir le positif. Surtout quand on est en train d'étudier puis qu'il y a des examens qui arrivent. Pendant que cet épisode-là va être diffusé, on va être pendant la semaine des relâches, donc mon argument ne vaudra plus rien, mais... Bonne chance, guys! On l'enregistre, on est le 8 octobre, je pense. On l'enregistre. C'est ça. Ouais, bon. Donc, on est un peu en avance, écoutez. Mais pensez à qu'est-ce que vous viviez le 8 octobre. On était là. Enfin, vous nous écoutez. On pense à vous. C'est ça. Mais oui, puis... Pour Terrebonne, ouais. Oui, c'est ça, pour Terrebonne. Il nous reste un petit 2 minutes, puis... À limiter, non. C'est ça. Du porte-à-porte, c'est vraiment le fun. Mais... Non. Non. Ah, moi, j'adore ça. Jérémy, il veut pas qu'on aille mieux. J'aurais pas dû dire ça. C'est le fun, le porte-à-porte. C'est ça. C'est pas le fun, pas tout. Non, c'est le fun, pour vrai. Oh, moi, je suis dans un parti. J'ai pas de ligne de parti, moi. Là. Non. Mais c'est ça. Je pense que... Mais oui, allez militer. Il y a plein de manières de militer. Vous pouvez faire des appels, c'est le fun. Ça aussi, c'est fun. Faites-le pour Québec solidaire, faites-le pour le PQ. Faites-le pour la partie que vous aimez, mais tu sais. Oui. Faites-le pour la CAQ. La CAQ, ça va être important. Qu'est-ce qu'il va dire, François Legault, en 2029? Vas-tu dire voter oui? Ou vas-tu dire voter non? C'est important? Ben, je pense que ça ne sera plus. Là. Il va tomber un peu dans les oubliettes. Rendu là. Désolé aux caquistes, mais... Peut-être. Non, moi, je pense que ça va être important, ce que les caquistes vont dire en 2029 ou en 2030, je ne sais pas quand, le moment du référendum. Ben oui, mais la CAQ a été fondée sur des souverainistes. Mm-hmm. Ils vont revenir au berceau. Exact. En tout cas, merci d'être venu dans notre épisode de A priori d'aujourd'hui sur la souveraineté du Québec. C'était très le fun de vous recevoir. On va se voir donc pour la semaine prochaine pour un prochain épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. À bientôt.